Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Perrin, qui est fondatrice du Centre Santé et Bien-être à Romont. Jessica, bienvenue sur le Hopcast. Merci, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de t'accueillir ici sur le Hopcast. Mais avant, on va discuter ensemble autour des douleurs, des émotions. On va le mettre aussi en lien, bien sûr, avec le sport santé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent, dire un peu ton parcours, tes spécialités, où tu en es maintenant, etc. Alors, en quelques mots, Jessica Perrin, je suis thérapeute depuis 19 ans maintenant. Je fais différentes techniques comme le massage classique, le reboutement, la réflexologie, massage femme enceinte, l'aromathérapie et les fleurs de bac. Ma spécialité, en fait, c'est surtout pour les douleurs chroniques. Je traite souvent les gens qui ont des douleurs qui sont là depuis plusieurs années et puis qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est ma spécialité et en même temps, je travaille aussi beaucoup de tout ce qui est psycho-émotionnel avec les fleurs de bac parce qu'on peut avoir des douleurs autant physiques qui sont que d'une cause technique ou des douleurs qui sont aussi causées par des tensions émotionnelles. Mais qu'est-ce que les fleurs de bac ? Alors, les fleurs de bac, c'est une gamme de 38 fleurs qui ont été créées par le docteur Bach. Et en fait, c'est des infusions de fleurs qui agissent sur les émotions. Puis chaque fleur a son émotion. Ok. Donc, c'est sous forme de gouttes De teinture, oui. Teinture. Ok, ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment les douleurs physiques et les émotions sont interconnectées, selon toi? Alors, par rapport, une explication que tout le monde a déjà pu ressentir, c'est que, par exemple, quand on se retient de pleurer, souvent on va sentir la gorge qui se noue. Et puis, en fait, quand on vit des émotions, automatiquement, il y a un langage corporel, mais des fois qui est assez subtil et qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est cette émotion qui crée cette réaction dans notre corps. Et c'est comme un enfant, en fait, quand ils sont tout petits, quand ils se mettent en colère, ils vont se rouler par terre, ils vont taper du pied. Puis après, on apprend à plus faire ce genre de choses. Alors en tant qu'adulte, on ne le fait plus dans la vie. Mais en fait, le corps l'exprime quand même. Et du coup, quand on vit une émotion, il y a une tension qui peut apparaître justement au niveau physique. C'est pas tout le temps. Puis des fois, c'est une douleur qui va partir comme elle est venue. Et des fois, c'est des douleurs qui peuvent rester pour donner une information que justement, il y a une tension par rapport à une situation. Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous donner, que tu as déjà, sans citer le nom, hein, bien sûr, mais situation? Une chose que je pense qu'une majorité de personnes auraient pu déjà ressentir, c'est par exemple le stress. Souvent, en fait, on a tendance à remonter les épaules quand on est stressé. Et puis, c'est des tensions au niveau des trapèzes, c'est des tensions au niveau de la nuque. Et puis souvent, ça va finir aussi en maux de tête. Alors ça, je dirais, c'est la chose que la plupart des gens aussi auraient pu déjà ressentir au moins une fois. C'est vraiment cette tension sur les trapèzes. Et puis ça, ce serait plutôt lié au stress. Et puis, par rapport à tout ce qui est aussi angoisse, colère, justement, on peut sentir des fois au niveau de la cage thoracique, au niveau du plexus, justement, une espèce de compression. Et puis ça, justement, c'est une émotion qu'on vit autant sur les sentiments, mais aussi au niveau physique. Il ne faut jamais oublier que tout est lié. Ouais, c'est ça. On parlait, c'était dans un autre épisode avec Simon Elfer, justement, il parlait des différentes sphères, donc physique, sociale, et puis il disait émotionnelle, on peut aussi dire des fois psychique ou psychologique. Donc c'est vrai que tout est connecté et on est un tout. Et du coup, c'est important de prendre soin un peu de ces différentes sphères. Et du coup, effectivement, les émotions ont un lien avec le corps, comment il va les exprimer. Donc après, toi, quand tu as quelqu'un que tu identifies, que tu penses que principalement sa douleur peut peut-être venir, ou en majorité d'émotions ou de situations qu'elle est en train de vivre, comment tu l'abordes, cette personne? Alors au niveau de ma façon de travailler, si je vais faire un massage, je vais faire les tests émotionnels. En fait, ça c'est en médecine chinoise. Par exemple, chaque organe correspond à une émotion. Le foie c'est la colère, les reins c'est la peur, les poumons c'est la tristesse.
Et en fait, par rapport à où se situe la tension, par exemple musculaire, ça peut correspondre à un déséquilibre par rapport à un organe et l'organe correspond à une émotion. Et en fait, je vais pouvoir faire la différence du moment que si j'exerce une pression forte pour essayer de relâcher le muscle, et puis au bout d'un moment, en fait, le muscle, il va faire plutôt l'effet inverse, il va plutôt se contracter au lieu de se relâcher, c'est qu'en fait, il est en état d'autoprotection. C'est-à-dire qu'il va se contracter parce qu'il est déjà agressé sur l'état émotionnel, et moi, en appuyant dessus, je crée une agression supplémentaire, en fait. Si c'est une tension physique, la tension, elle va se relâcher parce que ça va vasculariser la zone, le muscle, la fibre musculaire va pouvoir se relâcher. Et là, ça veut donner une indication que cette tension-là était une tension purement physique. Et si c'est une tension émotionnelle, ben, en fait, ça va faire l'effet inverse. Ça veut dire que le muscle ne va plus se contracter. Et à ce moment-là, en fait, il faut plutôt travailler à l'inverse avec plutôt de la douceur pour vasculariser la zone, mais vraiment donner l'information au corps que c'est pas une agression supplémentaire en fait. C'est très fin au final, je pense. C'est très subtil. C'est très subtil. Alors c'est sûr que pour pouvoir détecter ça, ben, c'est aussi mes années d'expérience qui font que ben, je peux détecter ce genre de choses. Et c'est surtout en fait que du moment que je travaille, je suis avec la personne. Je ne suis pas en train de penser aux courses que je vais devoir faire, aux problèmes que j'ai à côté ou ce genre de choses. C'est vraiment que ben, il faut que je sois attentive au corps de la personne, aux réactions de la personne. Et justement, il y a un échange aussi, l'échange aussi, je pense, d'avant séance peut être important. Ouais, alors, c'est ça qui est intéressant parce que je le faisais verbalement au début que j'ai eu ma formation en fleurs de bac. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je le faisais verbalement, 50% de mes fleurs que je choisissais étaient fausses. Et en fait, c'est parce que quand on écoute une personne parler de ses problèmes, moi, je vais les interpréter avec ma sensibilité. Et même soi-même, des fois, en fait, on exprime ce qu'on ressent, mais en fait, on est un peu à côté. On met un filtre aussi un peu. Oui. Et en fait, c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait, nous, on va interpréter, moi, je vais interpréter avec ma sensibilité, et puis souvent, mes fleurs étaient fausses. Et en fait, le langage corporel, il ne peut pas mentir. Il va donner l'information, il va réagir sur le vif. Et ce qui fait qu'en fait, j'échange très peu au début, parce que du coup, je suis beaucoup plus précise si justement j'arrive à faire attention à l'information que le corps donne. Puis après, tu demandes quand même un feedback verbal ou pas, après, du coup, une fois que tu as identifié un peu? Alors en fait, j'explique ce que j'ai sorti comme fleurs. Et la plupart du temps, les gens, ils se mettent soit à pleurer, ils se mettent soit à pleurer, ou bien soit il y a une réaction assez forte. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est vous avez réussi à exprimer ce que moi, j'arrive pas à expliquer. Et souvent, il y a cet aspect-là, c'est que ben, on se dit des fois, mais les enfants, ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, mais nous-mêmes, c'est complexe. Des fois, on sait qu'on ressent quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et je dirais c'est souvent la réaction que la personne a à la fin quand je lui explique les fleurs. Ils se disent, mais c'est exactement ça. Je dirais, ça fait déjà 9 ans que je fais ça. Sur les 9 ans, ça arrivé une fois où il y en a me dit, oh, ça ne me parle pas trop. Mais ça peut arriver. Bon, ça va, je dis une fois sur 9 ans, c'est pas les statistiques sont plutôt bonnes. Et c'est vrai que le langage corporel, du moment qu'on y est attentif, c'est hyper précis, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que souvent on déconnecte tout et en fait on se dit ah mais j'ai mal au bras depuis plusieurs mois, je sais pas pourquoi. Et des fois ben, il suffit de se pencher sur quelle information j'ai. Mais après ben voilà, c'est pas tout le temps évident, puis il faut des fois avoir une aide extérieure. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que des fois on n'écoute pas assez ces signaux-là. C'est des signaux que le corps donne ou exprime d'une certaine manière, mais des fois on cache un peu tout ça. Enfin, j'ai l'impression. Mais... Oui, après, il faut toujours faire la part des choses. C'est qu'il y a l'aspect où il y a l'aspect vraiment mécanique et après, il y a l'aspect émotionnel. Et que des fois, ben, en fait, une douleur, elle est purement mécanique et puis des fois, ben, c'est de l'émotion. Et en fait, c'est une réaction que le corps il est en train de dire, mais là, ça ne me correspond plus. Et puis du coup, en tant que thérapeute, comment tu vois l'impact du mouvement sur le bien-être émotionnel et aussi la gestion des douleurs?
Alors, d'abord sur un aspect psycho-émotionnel, c'est que souvent, en fait, quand on n'est pas bien psychiquement, on a tendance à ruminer. Et puis c'est là où on aurait tendance à vouloir se poser sur un canapé. Et puis en fait, le cerveau, il va enrichir ce mal-être. En fait, il va continuer à réfléchir, à augmenter. Puis souvent, c'est pas bénéfique. Et de se mettre en mouvement, des fois juste une marche ou bien d'activer le cardio, le corps automatiquement il doit se mettre sur un mode les besoins vitaux. Et du coup, le cerveau, lui, il doit être occupé à autre chose. Et du coup, on n'est plus sur cette réflexion à se dire « Ah, mais j'ai ce problème-là, ça ne va pas ». Et de se mettre en action et de se mettre en mouvement, ça permet de couper cette information-là. Et puis, une chose que je trouve super intéressante, moi j'ai pu l'expérimenter soit dans la course, que justement du moment qu'on se met à courir puis qu'on fait aller le cardio, et en fait le cerveau il est obligé de se dire non là maintenant je me concentre sur ce que je fais et puis après en fait on n'a pas résolu le problème en étant allé courir. Mais à la fin de la course on se dit c'est bon là j'ai réussi à lâcher. Et l'autre chose que j'avais expérimenté chez Opsanté, c'est le sac de frappe. Alors ça j'ai trouvé génial. Quand on a un sentiment justement de colère, de mettre justement, de donner des coups dans le sac de frappe, permet en fait à cette colère de devenir beaucoup plus légère. Et je ne connaissais pas du tout justement le sac de frappe avant d'avoir testé ici à Opsanté. Et j'ai trouvé super intéressant, du coup j'en ai un à la maison. C'est bien, c'est bien. Et c'est vrai que justement de créer le mouvement permet en fait au cerveau de relativiser. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, souvent on est là à se dire « Ah non mais j'ai pas envie, je suis pas bien, je suis fatiguée, j'y vais pas ». Mais en fait de se donner l'impulse et puis « Allez, je le fais », on en sort souvent mieux. Ouais, puis le plus dur c'est finalement le premier pas. Des fois on doit entre guillemets un peu se donner un petit coup de pied, on dira pas où. Mais c'est vrai que des fois moi-même qui suis dans le domaine vraiment du sport, du mouvement et tout, des fois je dois me donner un petit coup pour aller à mon entraînement de basket par exemple parce que tu dois ressortir le soir, c'est un peu plus tard, etc. Mais après une fois qu'on y est, une fois qu'on est dedans, le corps il est bien fait, dès qu'il se met en mouvement, ça sécrète les bonnes hormones aussi, et on a après le plaisir souvent de voir du monde aussi, et du coup ça motive et puis on se sent bien après la séance, on se dit ça aurait été dommage de la louper celle-là. Puis c'est comme tu dis d'essayer de briser un peu ce schéma un petit peu qui peut devenir finalement vicieux et puis très négatif en fait de rester comme tu disais de ruminer, de rester dans des émotions finalement négatives. Au lieu d'essayer de couper ça avec du mouvement, peu importe j'ai envie de dire la forme et le type de mouvement, un peu de mouvement est toujours mieux qu'aucun mouvement. Et en fait, ce qui est super intéressant avec le corps, c'est que c'est une machine entre guillemets qui est incroyable. Comme tu dis, on va sécréter des hormones du moment que on va se mettre en mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de nous, mais il faut savoir l'activer. Et par exemple, les bains froids aussi, ça c'est quelque chose qui est super intéressant parce qu'on se retrouve dans une eau à 2-5 degrés et là le corps il est obligé d'être là, maintenant et présent. Et en fait, c'est même pas le froid qui nous interpelle, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et en fait, c'est vraiment se mettre en mouvement, c'est activer ces choses qu'on a à l'intérieur de nous. C'est sûr, des fois, on a besoin de médicaments pour pallier à certaines choses, mais on a un potentiel qui est énorme. Et c'est intéressant de pouvoir l'utiliser. Et on peut justement solliciter toutes ces hormones, toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous à travers le sport. Puis comment tu vois les thérapies qui sont plus passives que tu peux proposer avec les massages que tu proposes, comment tu vois cette approche en complément un peu du mouvement? Alors, c'est bien de se mettre en mouvement, de faire du sport, mais la phase de repos, elle est aussi tout autant importante. Et du coup, justement, quand
on a fait une séance de sport, on peut avoir des courbatures ou bien on peut avoir quelques tensions. Et la technique passive, comme le massage, peut pallier, si justement c'est des douleurs mécaniques, il peut pallier justement à certaines tensions. Et puis, on va dire, c'est aussi un temps de relaxation, c'est un temps où on prend soin de soi et un temps qu'on s'accorde. Et ça, c'est super important aussi. Et ça va être complémentaire dans le sens où on peut diminuer des tensions. Et puis en même temps, quand on fait du sport, ce qui est intéressant et que j'ai pu observer, c'est que du moment que les gens ils commencent à faire du sport régulièrement, il y a un meilleur maintien. Comme je disais au début, je traite surtout des personnes avec des tensions chroniques. Par exemple, le mal de dos, on va dire, tout le monde connaît. Et si la personne elle commence à faire du renforcement, si la personne elle commence à faire un sport régulier, au niveau des tensions du dos, alors vraiment on peut voir une nette différence. Si le sport il est bien fait, à ce moment-là en fait la musculature va se renforcer et les tensions seront beaucoup moins importantes, beaucoup moins fréquentes. Et ça j'ai pu l'observer justement sur certains patients qui viennent aussi justement à Hope Santé. C'est que j'avais fait des traitements au début, il fallait qu'on fasse un suivi une fois par mois. Et puis du moment qu'ils ont commencé le sport, on pouvait faire une séance tous les 2 ou 3 mois. Et ce qui fait qu'en fait ça se maintenait parce qu'il y avait du renforcement derrière. Ouais, c'est intéressant cette démarche qui est active et qui après aussi il y a le côté prendre soin de soi d'une autre manière où là on peut relâcher, moi je suis aussi venu chez toi du coup aussi suite à des blessures quand je me suis pas assez écouté, voilà entre autres, mais du coup c'est vrai que moi je vois toujours ça un peu comme un complément un peu à tout ce qu'on peut faire à côté. Et après moi des fois où j'ai plus de crainte, des fois c'est quand des personnes sur des douleurs attendent que des solutions un peu entre guillemets miracles de thérapie passive, pas forcément ce que tu proposes, mais d'autres thérapies passives aussi. Et du coup, mais maintenant j'ai l'impression que même les thérapies passives, j'ai pu échanger aussi avec peut-être des ostéos qu'on peut penser que de base c'est aussi assez passif, qui disaient que maintenant ils sont beaucoup plus dans une démarche aussi active, dans le sens de ok, on fait les manipulations, les thérapies manuelles, etc. Mais par contre après, c'est intéressant pour garder les effets de ces thérapies-là, de se mettre en mouvement. Je pense, vu ce que tu fais, ce que tu proposes et ce que tu fais toi-même aussi, je pense que tu es pas mal dans cette philosophie-là aussi. Alors oui, c'est vrai que le massage, c'est intéressant parce que ça va permettre de relâcher, mais après, voilà, on est responsable de notre vie et dans le sens où si on veut que ça aille mieux, déjà d'aller au massage, c'est déjà un premier effort, entre guillemets. C'est assez agréable quand même en soi, mais souvent, moi je dis à mes patients, vous pouvez faire des étirements, mais si vous accordez déjà 5 minutes par jour, 5 minutes c'est vraiment pas long, j'irai le temps de 2 chansons. Et de faire des étirements, ça permet de relâcher la musculature, d'oxygéner le muscle, créer du mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire et ça permet justement de relâcher des tensions. Par exemple, hier, moi j'étais une bonne partie de la journée debout, puis j'ai commencé à sentir mon bas du dos, je suis rentrée, j'ai fait 5 minutes d'étirement, mon dos je le sens pas aujourd'hui. Puis des fois c'est ça, c'est se dire mais en fait qu'est-ce que je peux faire qui va faire que je vais me sentir bien? Parce que souvent on est là, je suis pas bien, puis on a tendance à rester dans cette idée-là. Par contre, justement de se dire je vais faire un massage et je vais accompagner ça avec du renforcement ou bien de l'étirement ou le tout parce que c'est complémentaire et va faire qu'en fait on va maintenir notre santé et puis que c'est tout bénéf pour soi en fait. Et puis par rapport à ton mot de dos, je suis sûr que si tu étais rentré puis que tu t'étais mis sur le canapé tout le long, je suis pas sûr qu'il serait passé, tu vois, ça aurait peut-être empiré. Je pense que ça aurait empiré, surtout comme je me pose sur le canapé. Mais c'est ça aussi, je dis souvent aux patients, c'est qu'en fait, quand on se pose sur le canapé, la plupart du temps, c'est là où on relâche. Puis en fait, on s'avachit, on se pose en général pas très bien sur le canapé, et on se dit, mais j'ai mal à la nuque, je sais pas trop pourquoi. Et je commence à avoir mal au dos, je sais pas trop pourquoi. Et c'est souvent la cause. Et la plupart du temps, si on se met en mouvement et qu'on fait un mouvement qui est bon et juste, et à ce moment-là, c'est bien plus bénéfique qu'une séance de télé. Ouais, ça, même si ça fait de temps en temps du bien. Oui, c'est bien sûr, on a tous fait de la télé, on en fera tous encore.
Du coup, quelle approche tu recommandes spécifiquement pour ceux qui luttent contre des douleurs qui sont chroniques ou des troubles émotionnels qui peuvent être aussi en lien avec ces douleurs chroniques? Par rapport aux douleurs chroniques, alors moi, d'abord mécanique, ce que je propose souvent, c'est une approche massage, reboutement. Des fois, en complément de ce que je fais, je propose aussi de la physio ou de l'ostéo. Et du moment qu'on arrive à un stade où la douleur, elle est beaucoup plus supportable, à ce moment-là, de créer du mouvement. Et justement, créer du mouvement pour renforcer la musculature, ce qui fait que ça va maintenir le corps. Et par exemple, avec un patient que je suivais depuis plusieurs années, j'essayais de chaque fois lui dire oui, vous pouvez faire des étirements, vous pouvez faire des étirements. Il n'était pas convaincu de mes étirements. Et maintenant, ça fait, je pense, bien 1 an qu'il en fait. Et il m'a dit, je vois la différence. Et moi, je le vois plus que tous les 4 mois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'aller chez un thérapeute tous les mois pendant des années, faut se dire, il y a peut-être un souci derrière ou qu'est-ce que je peux faire en plus. Et justement, le en plus, c'est je me renforce, j'étire ma musculature, je me mets en mouvement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que se dire, si on veut du maintien, il faut renforcer derrière. Pour tout ce qui est psycho-émotionnel, on va dire que c'est des périodes de vie. En général, c'est pas toujours évident parce qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et des fois, on n'a pas envie de se confronter à ces côtés noirs, on va dire, qu'on sait qu'ils sont là. Et ça donne un peu du vertige quand on se dit faut se confronter à ces émotions qu'on a gardées à l'intérieur de nous. Mais en fait, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes et on va dire c'est sur un laps de temps. Du coup, en fait, on va s'y attaquer au problème et petit à petit, en fait, ça va s'alléger et puis après, ça va passer. Normalement, ça ne doit pas rester là des années. Si du moment qu'on s'y attaque, ça va nous prendre peut-être un mois, 1 année. Des fois, il y a des choses qui reviennent à la surface plus tard, mais je dirais, il faut avoir le courage de le faire et se dire non, mais là, il y a quelque chose qu'il faut changer parce que je suis plus confortable. Et une chose que je trouve assez intéressante qu'on peut faire, c'est des fois s'accorder un temps, 1 heure, 1 demi-journée, et mettre sur papier qu'est-ce qui ne va pas, les noter, en prendre conscience, et puis après, à l'inverse, marquer sur un autre papier toutes les solutions qui pourraient être, essayer de les mettre en place, et puis si ça ne fonctionne toujours pas, se reposer la question. Et puis après, justement, si on a besoin d'aide extérieure, il y a autant les psychologues, moi j'ai ma technique de fleur de bac, et il y a vraiment, je dirais, des personnes qui sont là pour pouvoir pallier à ces problèmes. Oui, il existe pas mal de solutions si on veut prendre le taureau par les cornes. Oui. Et à titre préventif, pour essayer d'éviter, pas une maladie chronique, mais des douleurs chroniques, ou d'autres, ou que les émotions deviennent trop fortes, on va dire, par rapport à notre situation, tu as des éléments, peut-être qu'on a déjà touché un peu certains éléments. Pour tout ce qui est physique, c'est renforcement, et puis étirement, c'est le sport. Mais pour tout ce qui est psycho-émotionnel, on va dire, ça fait partie des aléas de la vie. On ne peut pas se dire, on ne peut pas prévenir. On ne peut pas prévenir la vie, elle est faite de haut, de bas, et en fait, on est obligé de l'accepter et de se dire que voilà, ça fait partie du tout. On ne peut pas attendre à avoir une vie linéaire. Et même, je pense qu'on s'ennuierait, puis on essayerait de créer des problèmes. Ouais, c'est ça. Et aussi, la chose, c'est qu'en fait, certains problèmes, ou même erreurs, souvent on pense que l'erreur est un problème. L'erreur est là pour nous faire tirer des leçons. Mais il faut qu'on en tire des leçons, parce qu'autrement, en fait... On répète les mêmes schémas, quoi. On répète les mêmes schémas, et on voit ça comme un échec, surtout. Et en fait, pour moi, le mot échec n'existe pas vraiment. C'est que c'est passé comme ça, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon, et qu'est-ce que je peux en apprendre. Et en fin de compte, c'est ça qui va nous enrichir. Et
de se dire, ben, des fois, il y a des gros clashs qui nous arrivent, mais on peut en tirer des forces. C'est sûr, quand on a la tête sous l'eau, on se dit, mais je vais en tirer où une force? Et on a juste envie de dire, mais foutez-moi la paix. Et en fait, plus tard, ben, on peut en tirer des leçons et on peut en venir plus fort. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est dans un épisode justement où on est déjà soit atteint par des douleurs qui sont régulières, tous les jours, des fois de sortir de cette situation. Finalement, c'est pas facile à ce moment-là de dire. Moi, des fois, je dis aussi aux personnes que j'échange avec ces personnes qui ont des douleurs chroniques, et je dis c'est facile de dire quand on a pas mal. Mais voilà, plus la personne va rester optimiste, plus elle va se dire ok, là je parle vraiment de l'aspect physique du coup, plus mon corps il est fort, bah, finalement c'est lié aussi au mental du coup de se dire ça en fait. Mais de dire plus, je dis ok, je peux retrouver confiance en mon corps, je suis capable de bouger, on adapte s'il y a des douleurs, etc. Et ben mieux ce sera pour la personne. Mais après, bah, c'est toujours plus facile de dire quand là actuellement j'ai pas mal que quand la personne est en train de vivre l'épisode depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être même. Mais bon, comme tu dis, après, il faut réussir. Bah, déjà que les personnes, bah, quand je les vois, c'est qu'elles ont déjà réussi à faire une première étape, quoi, de faire ce premier pas. Et puis, bah, je pense que c'est pareil chez toi, quand ils viennent chez toi, bah, ils font déjà ces premiers pas qui sont souvent pas évidents, d'aller se livrer en fait, finalement à quelqu'un sur son état de santé, sur ses émotions, etc. C'est quand même pas évident, je pense. Oui, puis il y a un aspect surtout pesant en fait. Et quand on a mal, justement, ça va atteindre sur le physique et ça va atteindre sur le psychique. Et même sur le social, tu vois. Oui. Il y a des gens qui vont s'isoler parce que. Mais c'est vrai qu'il faut de la tolérance envers soi. Parce que souvent, dans ce genre de situation, on aura tendance à se dire ouais, mais je suis nulle, j'y arrive pas, ça va pas. Et en fin de compte, d'avoir de la bienveillance et se dire ben voilà, je vais au massage, je m'y accorde un peu de temps. Et de pouvoir justement se dire ben, je me concentre sur cette tension. Moi j'ai pu expérimenter justement la douleur chronique aussi. Et justement j'avais perdu l'usage de mes jambes. Il y en a une qui a gardé une séquelle il y a 3 ans en arrière. Et en fait cette douleur est toujours présente dans ma jambe. Et en fait à chaque fois que j'attache mes chaussures ou quand je fais un mouvement, je la sens. Je sais qu'elle est là. Et en même temps, d'une certaine manière, je me dis, mais elle me rappelle un souvenir qui fait que, en fait, je sais que je ne dois pas dépasser une certaine limite. Et d'une autre manière, en fait, je sais que elle est là pour me rappeler un état émotionnel, mais en même temps, elle est là aussi physiquement où je me dis, je vais finir par m'en débarrasser et ça va aller. Mais je la considère d'une certaine manière, mais en même temps, je me dis, mais il faut que j'en fasse abstraction, parce que si je reste concentrée dessus et que je me fige que sur cette tension-là, eh ben, en fait, elle va devenir envahissante sur un point de vue psycho-émotionnel, au niveau de mon cerveau, où je vais y réfléchir. Et en fait, d'y réfléchir, on a tendance en fait, à amplifier le problème, parce qu'on y réfléchit et on reste concentré dessus. Et le fait qu'on fait un focus dessus, eh ben, on a tendance à la sentir constamment. Contre-productif, quoi, finalement. Puis des fois, c'est vrai que, comme tu disais, d'arrêter un peu de se juger soi-même, d'être plus bienveillant avec soi-même, parce qu'il y a déjà bien assez de monde pour nous juger. Donc... en même temps, je dirais, le monde pour nous juger, on s'en fout, ils sont à l'extérieur de nous. C'est vrai. Mais dans le sens, ça ne sert à rien de se rajouter de l'auto-jugement. Jugement négatif. Dans le sens, ça ne veut pas dire jamais voir ce que tu fais, faire une auto-évaluation, auto-feedback de toi-même, mais d'être plus self-love, s'aimer plus. Mais en même temps, souvent, on pense qu'en fait, les autres personnes nous jugent. Mais souvent, la plupart du temps, c'est nous-mêmes. Parce que nous, on aura peut-être remarqué le bouton qu'on avait au milieu du front. Et la personne qui était en face de nous, en fait, elle ne l'aurait même pas vu. Puis on se dit, puis nous, on est mal à l'aise parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est pas bien. Et en fin de compte, la plupart du temps, on se juge soi-même. Et ce n'est pas l'autre qui nous juge parce qu'en fait, l'autre, il est déjà en train de se juger lui-même. C'est ça, il est en train de se concentrer sur lui déjà. Donc, Et souvent, en fait, on se fait du mal en pensant que le mal vient de l'extérieur. Et des fois, en fait, c'est juste à nous, justement, de réajuster notre façon de voir et qu'en fin de compte, on est responsable de beaucoup de choses.
Mais des fois aussi, c'est plus facile de taper sur la tête de l'autre que sur la sienne. Et de se dire, non, je me remets en question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je peux changer pour que justement je me sente bien. Tu dis c'est plus facile, voilà, taper sur la tête de l'autre, mais aussi des fois de donner son avis sur la personne en face est plus facile parce que c'est plus dur de faire une introspection et puis de s'auto-analyser soi-même. Je trouve que c'est plus dur ça que finalement quand tu es de l'extérieur, tu vis pas tout ce que la personne vit. C'est plus facile de donner des pistes, on va dire, sans que ce soit des critiques ou comme ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est dur de s'auto-évaluer, de s'auto-juger. Enfin. C'est difficile. Puis surtout, en fait, maintenant on le fait plus, mais apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est l'émotion, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça donne comme information. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a peu appris et qui est difficile justement à comprendre et à cerner. Et justement, d'avoir une auto-évaluation, c'est hyper complexe. Et justement, c'est là où, quand j'interviens avec mes fleurs de bac, la plupart des gens, ils me disent « mais je sais pas, vous avez réussi à exprimer ce que moi, j'arrive pas à dire ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre corps, il nous donne cette information-là. Il faut apprendre justement à l'écouter. Mais des fois, justement, même pour moi, qui est dans ce métier, si je veux choisir des fleurs pour moi, c'est dur, ouais, c'est dur. J'y arrive pas, il faut que j'ai un avis externe parce que je ne serai pas suffisamment précise pour moi parce que je suis trop investie dans mon émotionnel. Et pareil, si je veux choisir pour mes enfants, j'ai un investissement émotionnel, du coup je vais être fausse dans ce que je vais choisir. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est de se dire que oui, effectivement, c'est des fois difficile de se recentrer sur soi et se dire mais qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, et justement d'avoir de la bienveillance et je veux dire de la tolérance surtout, parce que souvent on exige beaucoup de soi. Puis dans les douleurs, des fois, d'un peu moins se poser de questions finalement, des fois ça peut aider aussi. Oui, bah justement quand le cerveau il se concentre, il fait un focus, là justement d'avoir toujours ces réflexions et puis de ruminer dessus, ça nourrit en fait la douleur. Ouais, puis après il y a de la peur qui s'installe, il y a des choses comme ça. Tu voulais compléter. Après la peur est aussi une façon de se protéger. Ça souvent je rencontre la peur chez les gens qui ont eu un accident. Et des fois, par exemple, il s'est cassé la main, de réutiliser sa main. En fait, c'est la peur d'avoir mal. Et du coup, il y a une adaptation de mouvement. Et ça, c'est assez fréquent justement quand il y a eu des accidents. C'est qu'il y a cette peur qui est là, mais c'est plus une autoprotection. Et là, c'est expliquer au cerveau de dire, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Maintenant, il y a ça qui s'est passé, mais ça, c'était avant. Maintenant, on peut reprendre le mouvement. Et alors, on peut le faire avec du mouvement en se disant, j'essaie d'y aller petit à petit, par étapes. Et puis après, justement, au niveau des fleurs de bac, on peut compléter pour que c'est pas magique en fait les fleurs. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de passer par-dessus une émotion. Par exemple, quand on est en colère, des fois on va dire des choses, puis quand la colère la redescend, on se dit mais pourquoi j'ai dit ça? Et en fait, c'est la colère qui va nous faire réagir de manière excessive. Et il y a certaines émotions en fait qui vont nous faire réagir de manière excessive, mais sans qu'on s'en rende compte parce que c'est beaucoup plus subtil. Et en fait, c'est pas magique les fleurs de bac, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça donne une information au corps pour dire, mais en fait, l'émotion, elle nous empêche d'être objectifs. Comme quand on est en colère, alors on va dire des choses qu'on ne pensait pas. Et en fait, ça va nous permettre de prendre du recul sur nous et de se dire, là, il ne faut pas que j'ai eu peur. Je peux y aller parce que ça va mieux. Et puis justement, de pouvoir faire le mouvement souvent. L'étape suivante. Cette peur, elle est aussi pas que... Enfin, là, tu as donné l'exemple des accidents, mais c'est vrai que dans les douleurs chroniques, tu la vois souvent quand même, cette peur de dire... ou suite à une blessure, bon là, du coup, c'est un accident aussi, mais de dire, est-ce que je vais pas me refaire plus mal en me remettant en mouvement, ou en faisant ci, en faisant ça. Et puis, c'est pour ça que j'entendais cette peur aussi de tout ça. Parce que je trouve qui m'interpelle des fois, tu vois, moi c'est un monde que je connais pas du tout, tu vois, aller faire du bac comme ça, et puis, enfin pas du bac, de bac. Du docteur bac. Parce que du bac, c'est quelque chose que je connais pas du tout, mais il y a une part qui me fascine aussi, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'on
qui va au-delà de ce qu'on peut, comment dire, que ce soit concret pour moi, tu vois, ce soit peut-être plus abstrait pour moi, cette vision-là. Mais en même temps, je suis sûr qu'il y a plein de choses à explorer dans des domaines qu'on connaît moins. Et notamment, je vais rebondir sur ma phrase là pour dire un atelier que j'avais fait chez toi de la respiration. Et ça me fait penser, tu dis, prendre du temps pour soi aussi, prendre du temps pour faire peut-être un peu son introspection ou analyser un peu comment je me sens, etc. Est-ce que toi, c'est des outils que tu utilises? Moi, je pense, vu que tu proposais ça, la respiration, méditation, des choses comme ça. Et peut-être que toi, tu as plus d'expérience à ce sujet que moi. Est-ce que tu peux nous partager un peu sur ta vision de ça? Alors, au niveau des activités justement comme la respiration, ça c'est un outil qui est super intéressant et qu'en fait on n'en a pas conscience parce que souvent on respire sans avoir besoin de réfléchir. Et quand on en prend possession, c'est un outil qui est assez incroyable. On peut l'utiliser en cas d'angoisse, on peut l'utiliser en cas d'insomnie. Et il y a plein de techniques de respiration différentes, des respirations alternées, la cohérence cardiaque. La plupart du temps, les gens ils connaissent la cohérence cardiaque. Et en fait, d'utiliser ça, c'est en fait prendre le contrôle sur sa respiration et pouvoir justement relâcher les tensions qu'on a au niveau psychique. C'est un peu en fait comme la course, mais je dirais plus subtilement, parce que des fois le mental il revient puis on oblige, ah mince, il faut que je me concentre sur ma respiration, mais ça c'est pas un problème, ça arrive à tout le monde et il faut se dire je me concentre sur ma respiration, j'inspire en 6 temps, j'expire en 6 temps, et c'est quelque chose d'assez basique et qui est super intéressant. Puis souvent on se dit faut prendre des somnifères, faut prendre des trucs pour dormir ou pour diminuer l'anxiété. Et en fait, d'utiliser la respiration pour pouvoir diminuer justement l'état de stress est super intéressante. Et la méditation est aussi quelque chose que j'utilise. J'ai pu l'expérimenter la première fois avec Cécilia Dougou. Et en fait, qu'on salue si nous écoute. qui est super intéressant parce qu'elle propose un sport qui est assez fort en intensité. Et puis, du coup, on travaille le cardio, du renforcement, mais c'est vraiment intense. Et à la fin, en fait, on a à l'inverse où on fait justement la méditation. Et c'est hyper intéressant d'utiliser les deux parce qu'on était dans le hyper intense, puis à la fin, on finit par une relaxation. Et en fait, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est qu'on est toujours sur le rush, mais il faut savoir mettre sur off. Et son approche était super intéressante est super intéressante parce que elle crée cette intensité dans le renforcement. Et après, on se pose et on fait justement une méditation. Et en fait, ça fait un retour au calme. Et dans la vie de tous les jours, ça nous apprend à se dire, voilà, c'était le rush aujourd'hui. Et là, je fais un retour au calme. C'est pas un retour au calme, je me pose devant la télé. Non, c'est je prends conscience de mon corps, je me relaxe, j'utilise la respiration. Et en fait, c'est équivalent à une demi-nuit de sommeil, à une bonne sieste. Et on a fait juste 5 minutes. Et c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, j'avais expérimenté la première fois avec Cécilia. Et maintenant, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est vrai que souvent on me dit t'es pas un peu hyperactif avec tout ce que tu fais, et c'est vrai que mes journées sont très chargées, mais justement les fins de journée elles sont plutôt consacrées à un temps de relaxation, une méditation, et ça permet en fait de tout poser, de pouvoir bien dormir et puis après de renchaîner sur des grosses journées. J'avais une vidéo que je passais je donne des cours aux apprentis d'assistants socio-éducatifs, bref, pour l'orientation personnes âgées, pour notre partie MS qui concerne moins cette partie du podcast, mais bref. Puis il y a, je ne sais plus maintenant le nom de la vidéo du gars qui présente la méditation et tout, puis il disait que c'est un entraînement de l'esprit. En fait, puis on s'entraîne bien du coup physiquement, et du coup de faire de la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on apprend à contrôler, à mettre son esprit sur off d'une certaine manière, dans un autre état, de se dire non, maintenant je lâche. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est encore plus important parce que on est toujours connecté. On a toujours notre téléphone, il suffit qu'on ait les emails du travail dessus. Et en fait, on est chaque fois sollicité. Et en fait, on n'a jamais ce temps
off en fin de compte, où on peut couper, ou non, là on se dit c'est terminé, je peux passer à autre chose. On est tout le temps sollicité, et le fait d'être tout le temps sollicité, c'est usant au bout d'un moment. Et là, c'est vraiment se dire, ben, voilà, je me déconnecte de tout ça, et puis j'accorde du temps à mon esprit, et après, en fait, on a les répercussions qui vont être aussi bénéfiques pour le reste de la journée, se dire, ben là, je m'accorde un instant, au lieu d'aller boire son café et de checker son agenda et encore se rajouter des choses, vraiment se dire, non, je me pose, je me concentre, et puis je m'accorde un temps off, et puis après, ben, je peux reprendre. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on peut maintenir une bonne énergie. Il faut que j'écoute ce conseil, je crois, la dernière. En tout cas, 6 jours. Bref. Aussi, je pense que respiration et renforcement musculaire, c'est 2 outils qui sont encore sous-estimés, à mon avis. Oui. Et qui pourraient apporter énormément de bienfaits pour tout le monde. Mais en même temps, la respiration, on se dit, non, mais on fait ça tous les jours. C'est quoi l'intérêt? Et justement, respiration consciente. Oui, respiration consciente. Puis en fait, il y a plein de sortes de respiration. Il y en avait une qui m'avait halluciné quand j'avais pu expérimenter, c'était l'hyperventilation. Et en fait, bon, après ça, il faut le faire avec un professionnel. Ouais. Faut pas le faire au volant, pas le faire des choses comme ça. Non, vraiment, c'est vraiment particulier. Tester gentiment. Parce que c'est de se mettre en hyperventilation et en fait, après, on peut arrêter de respirer pendant longtemps. Pendant un bon moment. Et c'est assez surprenant parce que si on est attentif à son corps, on a l'impression qu'en fait, on respire plus par le nez, mais c'est tout le corps qui respire. C'est vrai que ça a une sensation assez particulière. C'est hallucinant. Ça peut faire des picotements et tout. Enfin, je sais pas où tu l'as découvert, mais un qui fait beaucoup ça s'appelle Wim Hof, W-I-M-H-O-F en 2 mots. Je sais pas toi si tu... Enfin, je crois pas. Oui, je connais, mais c'est pas chez base, c'est avec Phil en fait. Okay. La personne qui donne les ateliers chez nous, que justement j'avais testé l'hyperventilation. Ouais, parce que le Wim Hof, il fait justement beaucoup la respiration, dont avec cette technique-là, les bains froids. Et puis après, je crois que c'est aussi... il y a une part de mouvement maintenant, je sais plus exactement comment, mais... Bon, bref, c'est un Américain, il est un peu fou, il a fait des records incroyables, assez fous, mais bref, parenthèse fermée. Tu avais quelque chose à rajouter? Et ben, en même temps, c'est ça, c'est prendre conscience qu'en fait notre corps, des fois on se dit non mais je peux pas faire ça, on se sous-estime. Ah ouais, clairement. Et en fait, on est tous capables de choses incroyables, mais il faut en prendre conscience et il faut se dire il faut en prendre conscience, il faut prendre confiance. Puis se dire, mais c'est pas parce que lui, il arrive que moi, je vais pas y arriver, que j'arriverai pas. Et se dire, je suis capable. Et surtout de faire le premier pas, comme tu disais. C'est, non, allez, j'y vais, j'arrête de réfléchir maintenant. Parce que la plupart du temps, c'est on rumine. Et en fait, on est déjà fatigué d'avoir ruminé. Et puis pour finir, on se dit, bon, je le fais pas parce que je suis fatigué. Et en fait, non, on met le cerveau sur off, on y va et on verra bien ce qui arrive. C'est vrai, c'est vrai. Puis du coup, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent de comment intégrer ces différents éléments qu'on a un peu abordés progressivement peut-être dans leur quotidien? Alors je me dis déjà 5 minutes. 5 minutes, c'est tout le monde a 5 minutes pour soi. Alors déjà 5 minutes par jour, que ce soit renforcement, étirement, respiration, méditation. Routine articulaire, santé, pardon. Les 5 minutes par jour, c'est déjà bien. Et en fait, souvent, quand on commence par 5, après ça vient 10, après ça vient 15, après ça vient 20, puis après ça devient un besoin. Ça devient un besoin parce qu'on voit qu'en fait, ça nous fait du bien. Puis on se dit, mais ça nous fait du bien, c'est agréable. Et automatiquement, on y revient. Puis après, il y a des périodes où c'est un peu plus chargé. Puis on se dit, ah mince, je peux plus, j'arrive pas. Revenir aux 5 minutes, au lieu de se dire j'arrive plus à faire 30, revenir aux 5 minutes. Et puis après, quand on aura un laps de temps un peu plus... à disposition. Plus de temps à disposition. Du moment qu'on aura plus de temps à disposition, on augmente la tranche. Mais c'est ça, c'est toujours la tolérance. C'est pas se dire oh, mais j'arrive pas, puis pour finir, je fais rien. C'est non, j'arrive pas aujourd'hui, mais je m'accorde quand même 5 minutes. 5 minutes, tout le monde peut l'avoir. Et c'est ça justement, c'est se dire je commence par 5, j'augmente si je peux. Si j'arrive plus, c'est se dire c'est pas grave, je redescends à 5, puis après je augmente. Et c'est de garder cette routine. Puis des fois, c'est aussi intéressant de l'oublier parce qu'on se dit
Mais en fait, c'est quoi qui me faisait du bien? Ah ben, c'est parce que je m'accordais 5 minutes à faire des étirements, 5 minutes à faire une méditation, 5 minutes à un temps pour moi. Du coup, j'y reviens. Alors des fois aussi de se dire, ben, on laisse tomber le truc, mais en fait on l'oublie pas et on se dit, ben, ça me faisait du bien, il faut que j'y revienne. Et c'est ça qu'il faut pas oublier et c'est surtout ben, se dire, ben, je me considère, je m'accorde du temps. Et justement moi en ayant aussi les enfants, on est toujours sollicité en tant que maman et la chose que je fais c'est que je me réveille avant les enfants, eux ils se réveillent à 6h20, du coup moi je me réveille à 5h moins quart. Et en fait, là, je fais mes 5h étirements. moins quart ou 6h moins quart? 6h moins quart. Tu vas faire le pain après à 5h moins quart. Non, 6h moins quart. Entre 5h30 et 6h moins quart. Non. C'est déjà pas mal. Et en fait, je m'accorde un temps à ce moment-là. Soit je fais des étirements, soit je fais une relaxation. Mais la plupart du temps, c'est des étirements parce que du coup, je me réveille gentiment, je mets mon corps en mouvement. D'une certaine manière, tu te relaxes aussi un peu en faisant ça, quoi. Et puis, je me réveille gentiment. Et en fait, en m'étant accordé un temps avant d'accorder du temps aux enfants, à mes patients, à toutes les personnes qui sont justement autour de moi, eh ben, j'ai plus de ressources pour moi pour pouvoir donner aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est se dire, ben, de se lever 30 minutes avant, ok, j'ai 30 minutes de sommeil en moins, mais j'ai un temps en conscience qui vont faire qu'en fait, ça va me ressourcer autant que le sommeil et qu'en fait, je vais pouvoir donner plus. Ouais, puis après, des personnes, ça correspondra de faire le matin. D'autres personnes, ce sera plutôt leur temps le soir qui préféreront. Donc finalement, il n'y a pas de règle, mais le but, c'est comme tu dis, d'essayer de prendre un temps pour soi, quoi. Oui. Et puis se dire, ben, même 5 minutes. Ouais, c'est ça. Mais se dire, ben, c'est 5 Un est minutes mieux pour que zéro, soi. quoi. C'est ça. Puis quel obstacle ou barrière tu rencontres le plus quand tu essaies de conseiller les personnes que tu côtoies et quelle barrière tu vois qui ressortent le plus souvent de tout ça pour mettre en pratique certains de ces conseils? Je dirais on est tous pareils. Souvent, faut qu'on nous répète plusieurs fois les mêmes choses pour finir on les fasse. Mais on fonctionne tous pareil. Et c'est vrai, c'est comme je disais à ce monsieur, faites des étirements. Il n'était pas convaincu par mon concept. Je lui disais, faites des étirements, vous verrez bien. Puis pour finir, je pense que je lui ai dit ça pendant 2 ans. Et pour finir, il a testé. Il s'est rendu compte que c'était bénéfique. Du coup, il a adapté ça dans sa journée où il fait justement des étirements. Mais je dirais c'est ça la plus grosse barrière, c'est que des fois, il faut qu'on nous répète 36 000 fois les mêmes choses, comme on fait avec nos enfants aussi, pour qu'en fait, on finisse par le comprendre. Et des fois, ben, il nous faut une tuile sur la tête pour qu'on finisse par comprendre que non, c'est nécessaire. Mais je dirais, ben, des fois, il faut arrêter de réfléchir, il faut juste y aller. Top. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager, même si c'était déjà un joli dernier mot, mais est-ce que tu as encore autre chose que tu aimerais partager comme dernier message, peut-être pas forcément mot, à nos auditeurs? Je dirais, le message qu'il faut retenir, c'est que on est tous acteurs de notre santé. Souvent, on attend de l'extérieur une solution, mais en fait, la solution pour être en bonne santé et maintenir un bon état de vie, c'est de se rendre acteur et de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Et pas attendre en fait le bonheur de l'extérieur, se dire que cette personne, elle pourra me rendre heureuse, ou que non, en fin de compte, la personne la plus importante dans votre vie, c'est soi-même. Et la seule personne, c'est une phrase que j'aime bien, ça, la seule histoire d'amour que vous êtes sûr de devoir vivre toute votre vie, c'est avec vous-même. Alors accordez-vous du temps. Top. Merci beaucoup Jessica pour ce moment. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui veulent te suivre sur les réseaux, sur ton site internet? Alors, sur Facebook, sur Instagram. J'essaye. Instagram, j'ai encore un peu de peine. C'est bien, c'est bien. Autrement, sur le site, il y a toujours les informations qui sont mises à jour pour les ateliers, les cours, pour les massages aussi. Donc, c'est centre-santé- et bien-être
C'est un peu complexe. On le mettra en description. Sans santé bien-être.ch, mais il y a des tirets entre chaque mot. Sur Google, vous tapez ça à Romont et vous allez trouver. Oui, ou même si on met Jessica Perrin, on retrouve assez facilement le site. Effectivement. Et puis justement, il y a toutes mes collègues, kinés, psychologues, massages, qui sont là aussi pour le pilate, le yoga, renforcement aussi. Et tout ce qui est atelier. Et justement, on a aussi des ateliers nutrition, des ateliers respiration sur différents thèmes, parce que justement, la santé est sur un large spectre. Top, on mettra tout ça en description. N'hésitez pas aussi à aller nous soutenir, le Hopcast, aller mettre un j'aime, mettre 5 étoiles, ou vous écoutez, ou vous regardez, peu importe. Ça nous aide à continuer à nous donner de la force pour la suite, pour différents épisodes. Donc, je te remercie encore une fois, Jessica. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.